Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par Amindis dans le cadre de la conférence European Finance Summit consacrée à la finance durable. Nous vous proposons aujourd'hui de répondre à la question suivante. Comment intégrer l'agenda réglementaire ESG dans la gestion de portefeuille? Et pour répondre à cette question, je suis entourée aujourd'hui de deux spécialistes. Tout d'abord, Stéphanie Deltendre. Bonjour. Bonjour. Stéphanie, vous êtes Managing Director chez Foretix. Foretix, qui est une société luxembourgeoise qui conseille et accompagne les investisseurs, les asset managers, les organisations, les gouvernements dans la transition vers la finance durable et responsable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Donc, je suis aussi accompagnée de Tadeusz Tobinski. Bonjour Tadeusz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Senior Sales Engineer chez Amindis. Amindis qui est une société belge qui propose des solutions aux asset managers et aux assureurs pour gérer, analyser et optimiser leur portefeuille de manière intégrée sous trois composantes, la performance, le risque et l'ESG. Oui, très bien. Très bien. Et alors, donc, merci beaucoup. Et donc, avant de commencer cette présentation, une petite information organisationnelle. Durant tout ce webinaire, nous vous invitons à interagir avec nous à l'aide des outils proposés par la plateforme Bella. Et nous avons prévu en fin de session une séance de questions-réponses où nos conférenciers répondront à vos questions et interagiront avec vous. Bien, commençons ce webinaire par ce constat que 2021 est une année assez riche en termes de réglementation. Il y a beaucoup de réglementations européennes qui entrent en vigueur et à côté de cela, il y a des réglementations nationales et sectorielles qui, bien entendu, vont dans le même sens, mais parfois au-delà. Et donc, j'ai une première question pour vous, Stéphanie. Comment accueille le secteur cette profusion de réglementation? Oui, comme tout le monde le sait, la Commission a fait de la finance durable sa priorité. Il faut savoir que ce contexte réglementaire répond à trois objectifs principaux. Le premier est la transparence. Le deuxième est d'investir de réorienter le flux des capitaux, Et le troisième, intégrer les critères ESG systématiquement dans la gestion des risques. Alors, nous regroupons ce paquet de réglementations en trois grandes catégories. La première catégorie est la taxonomie, où on y met un cadre harmonisé pour définir les activités durables. Nous avons une deuxième catégorie qui est relative aux indices bas carbone et le troisième sur ce qu'on appelle le disclosure, c'est-à-dire la transparence et les règles de transparence vis-à-vis des investisseurs. Alors sur le terrain, depuis 2013, nous constatons dans l'accompagnement des organisations, qu'il y a essentiellement quatre grandes approches face à l'intégration ESG dans les stratégies. Alors, la première approche est une approche dite réglementaire, c'est-à-dire que l'objectif est de se conformer à la réglementation et ces organisations font face actuellement à des défis en termes de ressources et de compétences pour intégrer les critères ESG à leur stratégie. Ensuite, nous avons la deuxième approche qui est l'approche normative et cette deuxième approche est s'engager dans des normes et des standards volontaires afin de se préparer à de futures réglementations ou dans le cadre d'une gestion de risque. Nous sommes pour ces organisations dans une approche proactive à la réglementation.
La troisième approche est la suivante, est dite opportuniste ou différenciante, et cette approche est pour les organisations qui ont décidé de faire de l'ESG un positionnement différent et d'étendre également leur offre de produits et de services de manière différenciante. Ensuite, la quatrième et dernière approche est celle en fait des organisations qui ont l'ambition d'aller vers le best in class, c'est-à-dire ces organisations qui veulent maximiser l'impact et la création de valeur dans leur activité. Merci. Donc, on voit bien donc les quatre approches possibles pour les organisations. Et donc, on va peut-être commencer par s'intéresser à la première approche, donc parce que donc chaque approche exige un engagement différent de l'organisation vis-à-vis donc de l'intégration des concepts de l'ESG. Et donc on va s'intéresser à la première approche qui est moins engageante, qui est donc l'approche dite réglementaire qui somme toute est la mise en conformité à la réglementation. Et donc une des premières choses est bien entendu d'avoir clairement en tête l'agenda de ces réglementations qui, on l'a dit, sont nombreuses, mais qui en plus vont être appliquées un petit peu au fil de l'eau pendant ces prochains mois. Donc, Stéphanie, pouvez-vous nous présenter cet agenda réglementaire, s'il vous plaît? Oui, donc dans cet agenda, il convient principalement de distinguer deux périmètres d'application. Le premier périmètre d'application est le périmètre de l'entité et le deuxième périmètre d'application est le périmètre du produit. Donc, si on regarde au niveau de l'entité, on verra que cette réglementation n'est pas si neuve. Si on se réfère à la directive de 2014 sur l'obligation de transparence pour certaines organisations. Par contre, lorsque l'on regarde au niveau des produits, en effet, c'est une évolution rapide qui est en place maintenant depuis le 10 mars, depuis l'entrée en vigueur du 10 mars. Et c'est une évolution rapide qui offre en fait un cadre harmonisé sur le devoir de transparence au niveau de l'entité et au niveau du produit via trois types de canaux. Le premier, c'est le site internet. Le deuxième, ce sont les documents précontractuels. Et le troisième, les rapports périodiques. Très bien, merci pour cet agenda qui donc est assez clair. Mais donc restons au niveau donc de cette première approche réglementaire et voyons maintenant comment concrètement intégrer cette réglementation dans la gestion du reporting des produits financiers. Donc comment traduire ces principes de transparence, ces normes minimales, ces recommandations du législateur. Et donc là, je me tourne ici vers Tadeusz pour voir si vous pouviez nous montrer quelques exemples de reporting qui traduisent la réglementation ESG telle que Stéphanie vient de nous la présenter. Oui, en effet. Merci beaucoup, Ève, pour cette question et merci à toi, Stéphanie, pour la présentation de l'agenda. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir et parcourir avec moi quelques exemples de rapports qui vont justement parler de l'ensemble des réglementations que l'on peut trouver et plus spécifiquement dans la dernière partie sur la taxonomie. Ici, dans un premier temps, on va s'intéresser à un rapport qui va parler des Sustainable Development Goals, donc les 17 objectifs des Nations Unies qui sont aujourd'hui devenus quasiment un standard dans le marché et qui sont utilisés par beaucoup d'institutions pour faire le reporting qui est lié à l'ESG. Et donc vous voyez ici, on va utiliser le client portal développé par Amindis qui permet d'accéder à l'ensemble du reporting au travers d'une plateforme web et donc de consulter ces rapports directement depuis une plateforme digitale, ce qui facilite aussi la diffusion de l'information, bien évidemment. Et ici, on va prendre un exemple qui, justement, va parler de tous ces sujets de sustainability. Donc, dans ce type de rapport, on commence régulièrement par un petit paragraphe ou un ensemble de phrases qui témoignent de la conviction de l'entreprise dans l'ESG et dans quelle mesure elle est impliquée dans l'ensemble de ces normes.
Et donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans un premier élément. Et puis, très vite, on va rentrer dans le vif du sujet, on va dire, c'est-à-dire sur les Sustainable Development Goals. Et ce type de présentation, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement avec le pourcentage du portefeuille qui est investi dans les 17 objectifs. Ici, dans l'exemple que vous voyez, on a un portefeuille qui investit de manière sustainable, on va dire au sens large, puisque c'est tous les objectifs qui sont pris en compte à différentes échelles dans le portefeuille, mais on pourrait très bien avoir des portefeuilles qui sont investis que dans certains, que ce soit au niveau de la pauvreté, que ce soit au niveau de l'environnement. Tout ça peut être entièrement modélisé dans le système et présenté au travers de rapports tels que vous les voyez ici. Et puis, dans ce genre de rapport, généralement, on va un peu plus loin, on va aller vers des données plus poussées. Typiquement, ici, on est sur la partie environnementale, donc on va aller vers le carbon footprint. L'idée ici n'est pas de s'arrêter vraiment sur les chiffres que vous allez voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil permet vraiment de toucher à l'ensemble des données qui sont disponibles dans l'ESG, que ce soit l'ESG au sens large, tel que les Sustainable Development Goals, ou l'ESG spécifique sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance. Voilà, ça, c'était un premier exemple. Ici, on a vu un exemple, on va dire, statique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le combiner aussi avec les nouveaux outils de reporting, c'est-à-dire des outils qui sont vraiment à la pointe en termes de digitalisation, en termes d'interactivité. Et c'est un exemple qu'on va voir maintenant. Et dans cet exemple, on va aller un petit peu au-delà, justement, juste du reporting ESG à proprement parler avec les Sustainable Development Goals. On va le combiner avec des données financières aussi. Et on est convaincu au sein d'Amindis, et c'est un retour qu'on a aussi beaucoup du marché, que de plus en plus, avoir un silo où on présente d'une part les fact sheets avec la performance et le risque, et d'autre part l'ESG, c'est un monde antérieur, c'est pas vers ça que le marché va aller. On va vraiment aller vers une consolidation au sein d'un même reporting, où on va expliquer la performance, le risque et l'ESG, et voir les impacts que ces trois composantes ont les unes sur les autres. Et c'est ce qu'on fait dans cet exemple-ci. Vous voyez, dans un premier temps, on a l'évolution de la performance du portefeuille sur différentes périodes, que ce soit depuis le début du mois, depuis 3 mois, depuis le début de l'année. Là, il y a vraiment à nouveau la possibilité de créer différentes choses. Et très vite, on va venir challenger ce return qui est assez intéressant dans ce cas-ci, puisqu'il est au-delà de 15%. On va le challenger par l'évolution du score ESG. Donc, on va voir est-ce qu'on a atteint un bon rendement financier au détriment d'un score ESG qui baisse, ou alors, dans ce cas-ci, on est dans le meilleur des mondes où non seulement on génère du rendement financier, mais en plus de ça, on améliore notre empreinte ESG sur l'ensemble des investissements que l'on détient. À côté de ça, on a parlé de score ici ESG. On sait que dans le monde de l'ESG, les données sont au format aussi multiples que variés. Et donc, on peut travailler aussi bien avec des scores chiffrés qu'avec des ratings tels que ce que vous voyez ici dans la partie en bas à gauche, la comparaison des ratings entre le portefeuille et son benchmark. Et puis, des données plus spécifiques qu'on a déjà vues, c'est-à-dire ce qui va aller sur les Sustainable Development Goals que l'on a en haut à droite. Et cela nous permet de voir le pourcentage du portefeuille qui est investi selon les différents objectifs. Et les outils interactifs nous permettent de naviguer, de filtrer l'analyse sur certains aspects. Par exemple, ici, on veut focaliser l'analyse sur les titres qui ont un rating de AA. Alors, ça, c'était 2 exemples, on va dire, sur ce qui existe aujourd'hui, parce que les Sustainable Development Goals, comme je disais, c'est quelque chose qui est assez bien ancré déjà dans le marché. Et le deuxième exemple qu'on va voir, c'est un exemple un peu plus anticipatif, on va dire, puisque, comme Stéphanie l'a présenté, la taxonomie européenne est quelque chose qui va être mis en place dans le courant de l'année. Et là, on a anticipé à quoi pourrait ressembler une taxonomie fact sheet, donc une fact sheet qui reprend la taxonomie, et c'est quelque chose qu'on pourrait voir apparaître d'ici quelques mois et qui deviendrait le standard du marché prochainement. Et donc, dans cette fact sheet, on va voir plusieurs éléments. Dans un premier temps, l'information essentielle, c'est l'information sur la couverture du portefeuille, puisqu'on veut savoir quel est le pourcentage de notre portefeuille qui est couvert, pour lequel on a des données, et quel est le pourcentage du portefeuille qui est non couvert, donc celui pour lequel on n'a pas de données. Et c'est un élément sur lequel on va revenir, puisque c'est assez intéressant aussi d'aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi est-ce qu'une partie est non couverte. Et puis, on va aller dans le détail sur la partie couverte, donc s'intéresser aux 2 premiers objectifs, donc Climate Change Mitigation et Climate Change Adaptation. Et dans ces 2 exemples-là, on va essayer de déduire, on va dire, un alignement global du portefeuille sur base des données agrégées au niveau des émetteurs.
Et puis, pour ces deux objectifs, on va commencer par définir quelles sont les activités telles que définies par l'Union européenne en tant que sustainable. Donc ça, c'est le premier élément. Puis on va voir quelles sont celles qui contribuent de manière substantielle au climate change mitigation. Puis on va aller voir l'ensemble des activités qui n'impactent pas négativement les autres objectifs. Et puis de là, on va dériver le Climate Change Mitigation Alignment, qui est le score global qui doit aussi respecter un certain nombre de règles au niveau des Nations Unies en termes de travail, des règles du travail, etc. Pour le deuxième objectif, qui est le Climate Change Adaptation, la logique est tout à fait la même. Vous voyez les chiffres qui sont un petit peu différents, mais l'idée est toujours de travailler avec cette verticalité-là et ces différentes étapes que l'on peut retrouver pour vraiment comprendre d'où viennent les chiffres. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel, dont Eve a parlé et Stéphanie aussi. C'est justement cette transparence sur les chiffres qui nous paraît primordiale. Et dans la même logique de transparence, on va faire du reporting aussi sur la partie qui est non alignée. Et donc cette partie non alignée, non couverte plutôt, pardon, on va essayer de décortiquer pourquoi est-ce qu'on a une certaine partie de notre portefeuille qui est non couverte. On va retrouver dans un premier temps les titres de type cash, donc toutes les liquidités forcément sont non couvertes par la taxonomie. Puis on va voir les entités gouvernementales qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par la taxonomie puisqu'elles s'appliquent aux corporate. Puis une troisième catégorie qui pourrait être non couverte, c'est les entités non européennes. En effet, le périmètre d'application aujourd'hui, c'est l'Union européenne, et donc les entités non européennes pourraient, dans un premier temps, ne pas être couvertes. On espère que la taxonomie sera généralisée pour les couvrir. Certaines pourraient ne pas discloser encore ces informations. En effet, là, il y a un temps de latence potentiel entre le moment où les corporates vont faire du reporting sur les informations et où elles pourront être prises en compte par les asset managers. Et enfin, certaines petites entités ne tomberaient pas sous le périmètre, on va dire, de la taxonomie. Et donc là, à nouveau, comprendre cette partie non couverte nous paraît aussi important pour pouvoir faire le reporting et pouvoir expliquer dans quelle mesure notre portefeuille est vraiment en ligne avec la taxonomie. Voilà, ça c'était quelques exemples. Dans un premier temps, un exemple assez standard, assez statique sur les Sustainable Development Goals. Puis un deuxième exemple qui combine d'une part la partie performance avec la partie extra-financière et qui en plus utilise des outils digitaux de reporting qui sont interactifs et assez prisés en ce moment par les asset managers. Et enfin un rapport plus anticipatif sur qu'est-ce qui pourrait être un reporting de type taxonomie fact sheet d'ici quelques mois. Merci Tadeusz pour cet exemple très complet de l'intégration de la réglementation ESG dans le reporting. Et là, alors, je me tourne vers vous, Stéphanie. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller au-delà de cette approche réglementaire? Tout à l'heure, vous parliez de l'approche différenciante. Quels seraient les bénéfices pour le secteur financier d'adopter cette approche? Voilà, alors je ne sais pas pour le secteur financier, mais au moins pour voilà, les organisations du secteur. Donc en fait, les bénéfices que l'on remarque de notre accompagnement sur les clients qui ont déjà fait le voyage, eh bien, il est relevé en fait les principales opportunités suivantes. C'est que ça permet de trouver un positionnement sur le marché, ça permet également d'attirer de nouveaux investisseurs, d'élargir l'offre de produits et de services, mais également ce travail en interne permet de revoir la vision, de revoir l'agilité de l'organisation, aussi de revoir certains modèles de décision qui ont été prises avant pour intégrer les critères ESG et également se forcer à aller vers la digitalisation et voilà, c'est un petit peu les opportunités qui sont un petit peu à côté du projet de l'intégration ESG et pour lequel on peut avoir de belles opportunités d'agilité, de résilience d'organisation. Merci. Mais Tadeusz, pouvez-vous peut-être nous montrer un exemple d'intégration de la stratégie ESG dans la gestion
des portefeuilles pour les organisations qui souhaiteraient développer une approche différenciante qui donc d'une part offrirait les bénéfices dont Stéphanie vient de nous parler et qui d'autre part renforcerait le financement de la transition durable tel que souhaité par le régulateur. Ah oui, tout à fait. Alors, on va retourner dans ce qu'on appelle le client portal, mais cette fois-ci, on va se focaliser sur une sous-partie qui est assez particulière, qui est la partie qui va toucher à l'optimisation du portefeuille. Puisqu'en effet, au-delà de faire du reporting ex post, on a la capacité aussi d'intégrer les composantes ESG dans la gestion du portefeuille au jour le jour. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait que ex post, c'est quelque chose qui peut être fait ex ante dans la sélection des titres, dans le choix des secteurs dans lesquels on va investir. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser ici. Ici, on est dans un écran qui permet d'une part visualiser la situation du portefeuille et d'y appliquer des optimisations sous contrainte. Donc on peut faire des optimisations financières sur la maximisation de l'expected return, la minimalisation du risque, et ici c'est le cas qu'on voit ici sur Minimize Volatility. On veut minimiser le risque du portefeuille en y mettant un ensemble de contraintes, que ce soit sur la performance ou en y incluant justement la partie ESG dont on vient de parler. Donc grâce à ça, l'ESG fait vraiment partie intégrante de la stratégie du portefeuille. Et donc ici pour ces optimisations-là, on a un ensemble de paramètres qu'il faut remplir. Donc vous voyez ici des contraintes sur le niveau de liquidité que l'on souhaite garder dans le portefeuille. À côté de ça, on va définir une période d'optimisation et un objectif de performance financière cette fois-ci. Et puis, à ça, on peut ajouter l'ensemble des contraintes ESG ou des objectifs ESG que l'on souhaite atteindre. Ici, on va rester sur la partie taxonomique que l'on a mentionnée. Et l'objectif de ce portefeuille, c'est d'avoir une couverture taxonomique de 40% minimum grâce à justement cette optimisation-là. Donc, on veut s'assurer que l'optimisation va nous suggérer des transactions, donc des achats-ventes par rapport à ce que l'on a dans le portefeuille. Et on veut s'assurer qu'après ces transactions-là, on est bien toujours 40% de notre portefeuille qui est couvert par la taxonomie. Donc ici, dans la partie du bas, on peut voir la répartition actuelle du portefeuille. Et donc ici, on travaille avec une répartition avec un rating ESG. Et dans ce portefeuille-là, on va aussi pouvoir ajouter certaines contraintes vraiment plus techniques. Par exemple, une contrainte sur le turnover. Donc on veut pas chambouler tout le portefeuille du jour au lendemain. On veut garder on va fixer un maximum en termes de transactions que l'on souhaite faire. Et de l'autre côté, on fixe une règle en termes d'exposition, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être exposé à aucun des titres à plus de 5%, puisqu'on risquerait de se retrouver dans un cas où on va affecter tous nos investissements à certains titres, et c'est ça, on va dire, la barrière qu'on souhaite mettre dans cette optimisation. Donc, comme je vous disais ici, dans la partie du bas, on va retrouver les titres agrégés par ESG Rating, mais on peut tout à fait les présenter de manière détaillée. Et là, vous allez voir la liste des positions du portefeuille avec des lignes en couleur, des lignes rouges. Ça, c'est les positions qui vont être impactées négativement. Donc, on va vendre une partie de ces positions pour optimiser notre portefeuille. Et les lignes vertes, ce sont les positions qui vont être impactées par des achats. Donc, on va se renforcer ou acheter des nouveaux titres dans le portefeuille afin d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés via l'optimisation. Donc, ça, c'est la première partie où on peut voir les impacts d'une optimisation et on peut changer ces impacts-là. On peut les voir par rating, comme je vous disais, mais choisir par exemple les secteurs pour avoir une allocation sectorielle et voir quel serait l'impact à ce niveau-là de cette optimisation-là. Et puis, au-delà de ça, on peut aller voir, OK, on a défini une contrainte ou un objectif en termes de couverture taxonomique, mais on veut savoir quel est l'impact sur les autres indicateurs, les indicateurs peut-être plus détaillés en termes d'ESG. Et donc là, on va faire des mesures d'impact. Donc, on a une première phase qui est la phase d'optimisation, et puis on a une deuxième phase qui est la phase d'analyse de cette optimisation-là avant de, on va dire, valider ou passer toutes les transactions. On veut s'assurer quel est l'impact sur l'ensemble du portefeuille. Et là, on a préparé vraiment une très vaste bibliothèque et on va pouvoir bénéficier de la richesse de la solution en termes de données ESG qui peuvent y être intégrées pour produire justement ces mesures d'impact.
Et donc là, vous voyez un tableau qui reprend 4 objets. D'une part, l'allocation avant-après. Donc en bleu, on a la situation avant l'optimisation, en orange après. Et puis l'impact sur la taxonomie. Et donc là, c'est juste pour s'assurer que l'objectif a bien été respecté. Vous voyez qu'on avait une couverture taxonomique qui était en dessous de 40 et qui est passée à 40%. Donc ça, c'est vraiment pour valider que notre objectif principal a été respecté. Et d'autre part, on va travailler sur les autres données qui sont liées. Et donc là, c'est pour confirmer notre intuition, c'est que en augmentant notre couverture taxonomique, on va avoir des effets bénéfiques sur les autres données ESG, telles que le carbon footprint, où vous voyez que le carbon footprint a diminué entre la situation avant l'optimisation et la situation après. Et au niveau du score ESG global, là on a une légère amélioration, parce qu'on passe de 76,60 à 77 pour avoir justement cette nouvelle situation post-optimisation. Et ça permet de valider cette intuition-là qu'en réallouant nos investissements vers des titres qui sont couverts par la taxonomie, on va améliorer globalement le profil ESG de notre portefeuille. Et donc ici, c'est à nouveau un exemple et qui peut être décliné sous différents types d'optimisation, que ce soit au niveau du risque, de la performance ou de l'ESG, et aussi avec différentes données, différentes mesures d'impact que l'on peut mettre en place. Merci Tadeusz, une fois de plus, c'était très complet. On voit, Stéphanie, que les possibilités sont infinies en termes de gestion et de définition de stratégie ESG. C'est bien connu. La créativité est sans limite en finance. Et donc justement, pouvez-vous faire un petit état des lieux pour nous expliquer actuellement quelles sont les grandes tendances en termes de stratégie d'investissement ESG? Oui. Donc, tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a on identifie 3 types de stratégies ESG. La première est une stratégie dite négative, une stratégie d'exclusion, où l'objectif est d'exclure les activités ou un secteur d'activité qui serait en ESG négatif. On va le dire comme ça. Ensuite, nous avons l'approche positive qui est en fait l'intégration d'organisation selon soit la thématique, soit parce que la thématique répond à un des 17 objectifs de développement durable, ou soit parce qu'on est dans des organisations qu'on va appeler best effort, une approche best effort qui est en fait des organisations qui se sont engagées en matière de responsabilité sociétale dans ce cas-ci et qui ont une roadmap pour progresser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? C'est très clair et tant mieux, on voit vraiment des stratégies mixtes, c'est-à-dire où on mixte les stratégies négatives d'exclusion avec les stratégies positives d'inclusion. Et il est vrai que cette transition ne doit pas se limiter qu'à de l'exclusion. Merci Stéphanie. Et donc, restons donc sur ces stratégies ESG. Et Tadeusz, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, vous nous avez montré comment intégrer des stratégies ESG sous contrainte de performance ou des objectifs de performance ou contraintes de risque ou de paramètres de ESG, voilà. Et donc là maintenant, peut-on voir ces stratégies sous un spectre différent et voir quel est l'impact d'une stratégie ESG, et prenons donc les stratégies mixtes qui, si j'ai bien compris, vont se généraliser. Donc, peut-on voir l'impact d'une stratégie ESG mixte sur la performance d'un portefeuille? Pouvez-vous voir comment intégrer cette composante? Oui, tout à fait. Alors, en effet, comme Stéphanie l'a précisé tout à l'heure, le nombre de stratégies et leur combinaison est quasiment infini aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que l'essentiel dans le développement de ces mesures d'impact, c'est d'avoir une approche flexible qui permette de répliquer réellement la stratégie d'investissement de la compagnie de gestionnaire d'actifs pour présenter quelque chose qui est pertinent pour eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
se limiter à l'une ou l'autre stratégie, il faut avoir un outil qui puisse permettre de répondre à différentes stratégies. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va prendre un exemple où on a justement cette stratégie mixte, une stratégie qui se fait en 2 étapes. Et pour l'expliquer, on va utiliser une méthodologie qui a été développée par Amindis et qui a été publiée au Journal of Performance Measurement il y a 2 ans maintenant, et qui est l'attribution de performance sous contrainte ESG. Donc l'idée globale de cette méthodologie est de mesurer l'impact et d'isoler l'impact de chacune des étapes de la stratégie ESG sur le return du portefeuille. Et on va l'expliquer au travers de cet exemple-là qui va être, à mon avis, assez parlant. On va prendre tout de suite les chiffres, comme ça, c'est quelque chose de très concret. Alors ici, on va travailler sur un portefeuille qui est un portefeuille d'actions, donc Amindis Client Equity SRI. Donc dans le SRI, on voit bien que c'est un portefeuille qui est dédié en partie, en tout cas, à l'ESG. On travaille sur les 6 premiers mois de l'année 2019 et dans ce portefeuille, on a vraiment une stratégie mixte, comme Stéphanie l'a mentionné, avec 2 étapes. Une première étape de negative screening, donc on veut exclure certains secteurs pour limiter l'univers d'investissement. Et puis au sein des secteurs restants, on va avoir une stratégie de best in class, donc on va s'intéresser aux meilleurs performeurs en termes de score ESG. Et donc ici on va partir dans le tableau que vous voyez sur la partie de gauche de la première ligne avec un univers d'investissement qui est très large, donc c'est un indice MSCI EMU Full pour lequel on a la performance sur les 6 premiers mois de l'année. Et donc vous voyez cette performance de 12,8%. Et à cet univers d'investissement, on va venir appliquer les règles de la stratégie ESG de notre portefeuille. On va dans un premier temps appliquer la règle de negative screening, donc exclure les secteurs. On exclut 2, d'une part les énergies fossiles et d'autre part l'alcool et le tabac. Et donc le fait d'exclure certains secteurs, cela a pour effet de limiter l'univers d'investissement. Donc en limitant cet univers d'investissement, on va avoir un impact sur sa performance. Donc forcément, on s'est privé de certains titres et on voit que dans ce cas-ci, l'impact est négatif. C'est-à-dire qu'on s'est privé de certains titres qui ont eu des bonnes performances et donc l'impact de notre stratégie ESG est négatif. Dans un deuxième temps, on va se focaliser sur les secteurs restants. Et dans ces secteurs restants, comme je vous ai dit, on va avoir une approche best in class. Donc cette approche best in class, elle va consister à prendre les meilleurs performeurs en termes de score ESG. Et ces performeurs-là, vous voyez ici qu'on a un impact positif sur la performance. Donc en effet, les émetteurs qui ont un profil ESG qui est très avancé ont eu aussi une bonne performance, un bon rendement financier. En combinant ces 2 effets-là, on arrive à un benchmark ajusté, donc un benchmark qui reprend réellement la stratégie du portefeuille. Et avec ce benchmark-là, on va pouvoir le comparer au portefeuille et de là avoir quelque chose. On compare quelque chose qui est réellement comparable et puis on peut mesurer l'active return ou le surplus de return qui a été généré dans le portefeuille et puis le décomposer grâce aux méthodologies d'attribution standard. Ici, comme il s'agit d'un portefeuille d'actions, on va utiliser les méthodologies Brinson avec les effets d'allocation de sélection. Mais bien évidemment, à ce niveau-là, on peut s'adapter en fonction du type d'instrument dont est composé le portefeuille. Ça peut être des obligations avec des attributions fixed income. Donc ici, dans la deuxième partie, où la présentation graphique, c'est vraiment là où on voit très clairement quelles sont les différentes étapes pour passer de la performance du marché par les contraintes, on va dire ESG, ou les composantes de la stratégie ESG telles que le negative screening, le best in class, et puis allocation et sélection qui nous permettent d'arriver au rendement du portefeuille. L'idée étant bien évidemment de ne pas se limiter au negative screening et au best in class. Là, c'est un exemple qui combine ces 2 approches-là. Mais bien évidemment, on pourrait parler de impact investing, d'investissement thématique, de positive screening, etc. Tout ça peut être mis en place et combiné aussi avec d'autres stratégies, puisqu'on est convaincu que c'est là aussi que réside la vraie valeur ajoutée, c'est de pouvoir jongler avec les différentes stratégies et donc du coup de répliquer réellement la stratégie telle qu'elle est mise en place par le gestionnaire d'actifs. Donc après ça, vous voyez différents objets qui permettent de justement naviguer un peu plus avec ces données-là, que ce soit des évolutions au cours du temps, des présentations graphiques où on fait l'agrégation de ces effets-là par secteur, ou alors des tableaux vraiment détaillés où on a l'ensemble des fonctions qui permettent d'arriver au calcul de l'attribution de performance sous contrainte ESG. Donc ici, c'est vraiment un exemple pour
expliquer dans quelle mesure on peut combiner les aspects ESG du portefeuille et la partie financière. Et c'est là où on est convaincu que réside le futur de l'ESG et de l'ESG pris en compte, en tout cas par les asset managers et les compagnies d'assurance, pour pouvoir justement avoir ce reporting global qui englobe toutes ces composantes. Merci Tad pour cette nouvelle illustration d'intégration de stratégies ESG dans la gestion de portefeuille. Nous arrivons tout doucement au terme de ce webinaire où l'objectif, je rappelle, était de partir de l'agenda réglementaire et des 4 approches possibles de réglementation. Et donc, nous, notre rapport était de donner quelques pistes concrètes d'intégration dans la gestion de portefeuille. Et donc, j'aurais encore une question pour chacun d'entre vous. Tout d'abord, Stéphanie, j'aurais voulu vous demander, avec l'expérience que vous avez d'accompagnement donc des organisations dans leur transition, quels sont les défis majeurs pour ces organisations qui veulent donc se lancer dans cette transition? Oui, alors il y a plusieurs catégories de défis en fonction de l'ambition de l'organisation, du positionnement désiré en la matière, mais surtout de manière générale, en fait, le défi est vis-à-vis de la résilience et de l'agilité de l'organisation à intégrer dans son modèle d'affaires les critères ESG. Maintenant, de manière plus spécifique, les défis, eh bien, on va retrouver souvent comment on va définir notre stratégie, le positionnement, voilà, trouver son positionnement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est en matière de disponibilité des ressources humaines pour gérer le projet en interne, mais également des compétences en la matière ESG. Et là, je vais rejoindre tous ceux qui sont dans l'éducation financière et les remercier à ce sujet. Et puis, on a également un grand défi, c'est la data. C'est cette fameuse donnée. Certaines données existent, d'autres n'existent pas encore, d'autres doivent être consolidées ou intégrées. Donc, voilà, tout le sujet de la data est vraiment très important. Et puis finalement, la digitalisation pour pouvoir être agile rapidement sur l'offre de produits et de services du secteur. Voilà. Merci Stéphanie. Et donc, ma dernière question pour Tadeusz, qui travaillait dans l'édition de solutions qui permettent entre autres, qui supportent entre autres cette transition. Quels sont pour vous les points importants pour un outil pour permettre une intégration la meilleure, la plus parfaite possible? Alors, je pense qu'il y a 2 choses principalement. Il y a dans un premier temps l'idée d'avoir une solution intégrée qui permette justement de combiner la partie financière et la partie extra-financière, parce que au plus on multiplie les solutions, au plus on crée des sources de problèmes, de communication entre ces différentes solutions. Donc, avoir une solution globale qui permet d'englober les différentes composantes et de limiter justement le coût, le stress d'implémentation, c'est quelque chose qui est, dans un premier temps, pour moi, fondamental. Et quelque chose qui va un petit peu de pair avec ça, mais qui est un point tout à fait central aussi, c'est la flexibilité. En effet, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que ce soit en termes de format de données, de type de données qui sont disponibles, ou en termes de régulation ou de normes qui sont mises en place, il y a vraiment un monde qui change tous les 6 mois, où on a des nouvelles choses ou des nouvelles données. Et donc, être capable de gérer ces données-là, d'être agile par rapport à ces données-là, et donc de développer que ce soit du reporting, que ce soit des optimisations, que ce soit des mesures de performance de ces stratégies-là, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc vraiment, pour synthétiser, je dirais vraiment deux points centraux, l'intégration au sein d'une solution globale et dans un deuxième temps, la flexibilité ou l'agilité par rapport aux évolutions du marché. Merci. Merci Tadeusz, merci Stéphanie. Je propose maintenant que vous répondiez aux questions qui nous sont parvenues via le chat et puis d'interagir directement là
à la suite. Je vous laisse gérer cette session de questions-réponses avec les participants. Merci. Merci beaucoup Ève, et merci à tous d'avoir participé. Merci à Stéphanie d'avoir partagé toutes ces connaissances sur la réglementation.